Épisode numéro 2 consacré à Flesh and Blood. On a décidé, comme Dragon Ball Card Game Fusion World sortait, de se concentrer sur Flesh and Blood. Et on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le matériel, les zones, les cartes et un exemple de tour de jeu. Alors, vous voyez ce tapis officiel sponsorisé par... c'est quoi le nom de l'éditeur déjà? Le mec qui est super pro. Voilà. Donc ça c'est moi, ça c'est moi. Ici vous avez votre zone pour votre héros. Ici vous avez les zones pour ses armes. Et ici vous avez une zone pour l'équipement de tête, torse, bras, jambes. Sans plus tarder, je vais me coiffer de mon masque d'impulsion. Mask of Momentum. En anglais ça sonne mieux. Le Heartened Cross Trap en anglais, les écailles destructrices, Breaking Scale. C'est tes bras, c'est pas tes jambes. Ah pardon. Et mes porteurs de brise, mes bottes de porteurs de brise. Et j'ai donc Katsu, qui est le ninja, équipé de ces deux Kodachi. Ce sont des armes à une main, j'ai deux mains, j'ai donc deux armes. Voilà. Ici, vous avez une zone pour la pioche, avec les sleeves Katsu, parce qu'on va jusqu'au bout. Ici, on a simulé une petite zone de défausse. Et je commence avec... enfin, c'est pas que je commence, on est en cours de partie. J'ai 4 cartes en main, puisque c'est le début de mon tour. Alors, contrainte de deck, je ne peux utiliser, parce que je suis ninja, que des cartes ninja ou des cartes génériques. Ici, je vais avoir des équipements qui sont de ninja, des équipements qui sont génériques. Et sans plus tarder, avec Tom, on va zoomer sur l'anatomie d'une carte. Oui, et puis on peut peut-être commencer par parler de comment on gagne. On a tous les deux 40 PV, le but c'est de réduire l'adversaire à 0 PV, et on va enchaîner des passes d'armes en jouant des cartes de notre main pour essayer de réduire les PV de l'adversaire. Ouais. Donc effectivement, dans Flesh and Blood, on va jouer des cartes. La plupart de ces cartes, c'est ce qu'on appelle des actions. Il y a d'autres types de cartes, des réactions d'attaque, des réactions de défense, des cartes instantanées. Mais la majorité, ça va être des cartes d'action. Une carte d'action, elle est décrite par 5 choses principalement. Sa valeur d'attaque, sa valeur de bloc. Je te laisserai faire une incrustation pour montrer tout ça. Son coût pour la jouer et sa valeur de pitch. On va voir à quoi servent toutes ces différentes valeurs. Et ensuite, évidemment, comme toutes les cartes, elle a un texte d'effet qui explique ce qu'elle va faire en plus de ça. Ce qui est très important dans Flesh and Blood, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, chaque carte va exister en plusieurs couleurs. Alors, la majorité des cartes, pas toutes, mais la grande majorité des cartes vont exister en 3 couleurs, en rouge, en jaune et en bleu. C'est la même carte fonctionnellement, mais ce qui va changer, c'est le nombre de ressources, donc le pitch qu'elle va fournir, et sa valeur d'attaque ou d'autres caractéristiques dans la carte. Alors, je t'interromps, c'est juste parce qu'on n'avait pas parlé du mot pitch. Pitcher une ressource, c'est effectivement c'est comme dépenser de la mana, récupérer de la mana à Magic. C'est le chiffre qui est indiqué en haut à gauche, parce que je suis dyslexique. Donc là, c'est 1, 2, 3. C'est quand j'utilise la carte pour générer des ressources, je pitch des ressources. Donc on parle de valeur de pitch. Et donc l'idée, c'est que les cartes vont être déclinées en plusieurs versions. Et donc les versions rouges, c'est les versions qui vont faire le plus de dégâts, mais qui vont pitcher le moins. Et les versions bleues, au contraire, c'est les versions qui vont produire le plus de ressources, mais qui vont en contrepartie faire moins de dégâts. Et donc c'est tout un équilibre dans un deck de Flesh and Blood, d'équilibrer les différentes ressources pour faire en sorte d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir jouer ces cartes, mais quand même d'avoir des cartes qui sont suffisamment impactantes pour pouvoir aller faire des dégâts et proposer des dégâts à l'adversaire. Parce que sinon, si on n'a que des bleus dans son deck, c'est des attaques pas très fortes et on risque d'avoir du mal à gagner. Donc il faut trouver cet équilibre. Si on n'a que des rouges, on n'aura jamais les ressources pour gagner la partie. Alors, en construit, quand on est au minimum, il faut 60 cartes, on est limité par 3 cartes par couleur portant le même nom. C'est-à-dire que je peux avoir très bien 9 cartes qui portent le même nom, 3 rouges, 3 jaunes, 3 bleus. En Blitz, qui est le format des jeunes héros qui ont moins de points de vie, c'est 2 cartes par couleur. Évidemment, quand la carte n'existe qu'en une couleur, vous avez le droit qu'à 3 cartes du même exemplaire.
Ce qui permet d'ailleurs de fiabiliser beaucoup les decks dans Flesh and Blood, parce que comme la carte est en 9 exemplaires, si la carte vous en avez vraiment besoin, vous pouvez en avoir 9 exemplaires. Donc comme vous repiochez des mains de 4 cartes à chaque tour, 9 sur 60, ça commence 9 sur 60, vous allez les voir très régulièrement. Ouais. Alors, on va vous parler de la chaîne de combat. Et d'un tour de Flesh and Blood. Non, mais globalement, la chaîne de combat, c'est une suite d'attaques ininterrompues qui est ininterrompue par d'autres actions. Et c'est globalement, on va mettre côte à côte les attaques qui sont soit des attaques d'armes, où je mets mon arme sur la chaîne d'attaque, et soit des cartes d'action d'attaque. Par exemple celle-ci. Et quand je fais une action qui n'est pas une attaque, en fait, on nettoie la chaîne d'attaque et éventuellement je peux réattaquer si j'ai du go again, mais ça va initier une nouvelle chaîne de combat. Ce qui est d'ailleurs très important, c'est quelque chose de fondamental à Flesh and Blood, comme dans d'autres jeux, par exemple Dominion, on n'a qu'un seul point d'action à son tour. De base, on ne peut faire qu'une seule action, donc on ne peut jouer qu'une seule carte qui dit action de points ou une seule attaque d'arme. Par contre, il y a beaucoup de cartes dans le jeu, suivant les classes, suivant la façon de jouer des classes, qui vont avoir le mot-clé Go Again, ou encore une fois en français. L'idée du mot-clé Go Again, c'est qu'une fois qu'on aura résolu cette attaque, on va pouvoir créer une nouvelle attaque. On va pouvoir avoir un autre point d'action et donc attaquer une nouvelle fois ou faire autre chose qui ne soit pas une attaque, une autre action par exemple sur une autre de nos cartes. Et donc c'est pour ça qu'on va créer le concept de chaîne de combat, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier maillon de la chaîne qui va être notre première attaque. Si elle a Go Again, on va pouvoir rajouter un deuxième maillon de la chaîne qui sera notre attaque suivante, etc. jusqu'à ce qu'on choisisse de ne plus faire d'attaque ou qu'on ne puisse plus faire d'attaque parce qu'on n'a pas Go Again. Bah moi je propose qu'on saute directement sur un exemple. Absolument. C'est-à-dire je vais te péter la gueule. Donc on va vous montrer l'exemple d'un tour. Donc on commence tous les deux à 40 points de vie. Donc imaginons que ce soit en milieu de partie, on a déjà fait des passes d'armes, mais on est tous les deux à 40 points de vie. Toi tu as un gardien qui a un gros marteau. Victor, un gardien nettoyeur. Avec une grosse armure sur un cheval qui encaisse beaucoup et qui tape fort. Voilà. Et moi je joue un ninja donc qui attaque beaucoup, pas forcément très fort, mais qui va avoir un jeu de pioche pour pouvoir chaîner les attaques, vous allez voir. Et donc ça va être le tour de Joël, et donc il va faire sa chaîne de combat et faire ses actions. Voilà. Alors, première action, je vais utiliser un de mes équipements qui dit que, c'est une action, la prochaine carte d'attaque que je joue va me coûter 2 ressources de moins. Donc là déjà on voit un truc assez important dans Flesh and Blood, c'est que les équipements ils vont se détruire au fur et à mesure de la partie quand on va les utiliser. Ici Joël a utilisé son équipement, il ne sera plus disponible pour le reste de la partie. Donc c'est ce qu'on expliquait dans la vidéo précédente, on a ce sentiment d'usure où au fur et à mesure qu'on va utiliser nos équipements soit offensivement soit défensivement, et ben on va s'affaiblir, et de la même façon qu'on va jouer nos cartes fortes, donc on va s'affaiblir. Et effectivement sur la carte il y a marqué qu'il fallait le détruire pour l'utiliser. Alors je vais pitcher 3 bleus, enfin 3 ressources avec du bleu. Il joue une carte bleue, il va générer 3 ressources. Et avec une ressource, je vais t'attaquer avec mon Kodachi pour te faire 1 point de dégâts. Et il me reste donc, ça me coûte 1, il me reste donc 2 points d'action que je symbolise par ce token fait pour les streamers. Parce qu'il est gros. Et le Kodachi a un effet qui dit que si une carte qui coûte 0, ce qui est le cas, a été utilisé a été dans la zone de pitch ce tour-ci, il a Go Again. Donc le Kodachi va avoir Go Again, il pourra réobtenir un point d'action derrière. Face à cette attaque, à chaque attaque, je vais avoir la possibilité, elle va se décliner en plusieurs sous-phases. Tout d'abord, je vais avoir la possibilité de défendre. Pour défendre, je peux mettre en face des cartes de ma main pour leur valeur de défense, pour soustraire aux dégâts de l'attaque. Donc par exemple, là il me propose 1 point de dégâts d'attaque. Si je mets une carte de ma main qui avait une valeur de bloc de 3, bah, j'encaisserai 3 dégâts. Bon, je gâcherai 2 de bloc, parce qu'il ne me fait qu'un dégât, mais au moins je préviendrai les dégâts de l'attaque. Alors la valeur de défense est en bas à droite de la carte, et quand vous utilisez une carte pour sa défense, vous l'utilisez que pour la valeur de bouclier, vous ne déclenchez pas son effet. Absolument, elle sert juste à encaisser les coups et à éviter de prendre des dégâts. Je pourrais également défendre avec mon équipement, ce qui fonctionne un petit peu de la même façon. Là, dans ce cas, je n'ai pas envie de bloquer un petit coup de dague, ça ne me fait pas peur. Il ne respecte pas mon Kodachi. Donc je vais déclarer que je n'ai pas de bloc. Une fois que j'ai déclaré que je n'ai pas de bloc, il va ce qu'on appelle une fenêtre de réaction qui va s'ouvrir, où les joueurs vont avoir la possibilité de jouer des réactions d'attaque ou des réactions de défense sur le même principe de pile qu'on peut avoir à Magic. Donc la dernière réaction jouée sera la première qui sera résolue. Et on dépile. Et ce, jusqu'à ce que les deux joueurs passent et ne veuillent plus jouer de réaction. Il y a aussi la possibilité de jouer des instantanés potentiellement à ce moment. Bon, c'est le même principe.
Là, dans cet exemple, on ne va pas en avoir, parce qu'on a illustré, donc c'est la priorité à Joël, il ne va pas en avoir, j'en aurai pas non plus. Donc l'attaque va se résoudre. On va soustraire la valeur d'attaque, enfin de la valeur d'attaque qui est de 1, la valeur des blocs que j'ai fait, donc 0. Donc je vais prendre ici 1 point de dégâts. Je commence à 40, je suis maintenant à 39. Le chaînon de la chaîne va se fermer et donc Joël va pouvoir faire un Comme j'ai Go Again, je utilise un nouveau point de pitch, un nouvel point de ressource pour attaquer avec mon deuxième Kodachi, car comme je l'ai déjà dit, j'ai 2 mains. Donc je te propose 1 point de dégâts. Et comme j'ai toujours une carte de valeur 0 dans ma zone de pitch, cette attaque à Go Again. Ici, exactement même processus. Je ne vais pas déclarer de bloc. Joël n'aura pas de réaction, je n'aurai pas de réaction. Donc on va rapidement passer sur cette attaque. Et donc je vais à nouveau prendre un point de dégâts. Je me suis encore fait piquer par le petit ninja. Tu saignes. Donc j'utilise mon Go Again. Alors, pour faire une attaque déferlante, Surging Strike en anglais, qui a Go Again par défaut, qui est une attaque à 5. Et c'est une carte d'attaque qui est le 3e maillon dans la chaîne de combat. Et là, je le menace avec mon masque d'impulsion, Mask of Momentum. Si une carte d'attaque est la 3e à toucher consécutivement, je pioche une carte. D'ailleurs, on notera que l'attaque déferlante coûte 2, et donc les 2 ressources, il les a payées avec son équipement qu'il a détruit plus tôt dans le tour. Donc là, j'ai une attaque menaçante, parce qu'elle menace de lui faire piocher une carte, elle menace d'activer l'effet de son héros, donc là, je vais vouloir bloquer. Donc pour bloquer, je vais choisir une carte de ma main qui bloque 3, et puis je vais également bloquer avec un de mes équipements. Donc je vais bloquer avec un bouclier, je suis un gros gardien, j'ai un marteau, un bouclier. L'avantage de mon bouclier, ça n'attaque pas, mais par contre ça me permet de défendre en plus. Il respecte un peu plus mon attaque. Donc là je vais respecter son attaque avec mon bouclier doré et une carte de ma main que j'utilise. Donc là j'ai une valeur de défense de 3 plus 2, donc j'ai une valeur de défense de 5. Donc dans l'état actuel des choses, je bloquerai complètement son attaque et elle ne toucherait pas. J'utilise une réaction d'attaque, le renforcement ancestral, car j'ai des ancêtres et ils sont forts, qui me fait immédiatement piocher une carte, et j'ai plus 1, donc je te fais 6 de dégâts. Donc là, il me propose 6 de dégâts. Propose. Je pourrais avoir une réaction de défense potentiellement si j'en avais, là il se trouve que je ne vais pas en jouer. Il ne peut plus jouer de défense à ce moment-là, parce que la défense c'est vraiment la première étape, ensuite c'est que des réactions. Donc l'attaque va pouvoir se résoudre, il va donc m'infliger 1 point de dégâts et il va pouvoir donc déclencher le pouvoir de Katsu du personnage qui est que je peux défausser une carte qui coûte 0. Et il se trouve que je viens de piocher une carte qui coûte 0, c'est incroyable comme le hasard fait bien les choses, et aller chercher une carte dans mon deck, la bannir, et je pourrais la jouer à ce tour-ci. Alors je vais aller chercher une carte dans mon deck. Mais incroyable, c'est celle que je voulais trouver. Comme le hasard fait bien les choses. Donc c'est le Bond of Ancestry. Comme je la bannis, en fait elle est connue de mon adversaire. Il n'y aura pas de surprise. Et je la mets à côté de ma zone de bannissement. Vous voyez là, c'est je m'en vais, il y a les petites mouettes. Pour signifier le fait que je vais pouvoir la jouer avant la fin de mon tour. Mais il se trouve que c'est pas la carte que je vais jouer tout de suite. Donc j'ai Go Again, c'est naturel sur cette carte. Je vais jouer une rafale dévorante, qui est une combo. Donc ça, c'est un mot-clé qui est spécifique au ninja, qui dit que, oh, quel hasard, si l'attaque précédente était Surging Strike, cette carte a plus 1, Go Again, et si elle touche, je pioche une carte. D'ailleurs, on notera que Joël a oublié d'activer son masque d'impulsion quand il a résolu la Surging Strike, puisque c'était le 3e lien qui touchait, il aurait pioché une carte. Mais ça arrive au meilleur. De se tromper. Je suis pas prêt de me qualifier pour les nationales. Voilà, ne faites pas ça en tournant, on ne vous laissera pas revenir en arrière. Mais on est entre amis. Mais on est entre amis et on est surtout là pour vous montrer. Donc, il m'attaque avec une rafale dévorante. Alors, la rafale dévorante, c'est 3 plus 1, 4. Et Go Again. Et Go Again. Et si ça touche, il va piocher une carte. J'ai pas trop envie de bloquer avec des cartes de ma main, donc je vais déclarer que je n'ai pas de bloc. On va passer en réaction. Donc Joël a la possibilité de faire une réaction d'attaque. Moi je réagis pas. Il ne va pas en faire. Moi je vais faire une réaction. Je vais jouer une réaction de défense. Je vais jouer une immersion profonde, Sink Below en anglais, qui est une réaction de défense qui bloque 4. Et le principe des réactions de défense, c'est quand on les joue, l'effet s'applique. Donc l'effet de Sink Below me permettrait de mettre une carte de ma main sous le dessous de mon deck et de repiocher une carte. Ça permet de cycler son deck. Ça permet de cycler son deck ou de fixer une main qui n'est pas pratique à jouer pour le tour suivant. Mais ça ne m'intéresse pas, donc je vais garder ma main comme elle est et je vais couvrir complètement les 4 dégâts de l'attaque de Joël.
touche. Donc je pioche pas de cartes. Je vais empêcher sa rafale dévorante de toucher. Je vais quand même faire attention à ce qu'il ne me touche pas avec toutes ses attaques quand même. Ouais. Donc moi, on a dit que je pouvais jouer la carte Bond of Ancestry avant la fin de mon tour. Il se trouve que Bond of Ancestry a un effet de combo, et si elle suit Rafale dévorante, je peux bannir une carte de ma défausse pour aller chercher une carte de même nom dans mon deck. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais bannir un Flusterfist pour aller chercher... Ah, mais c'est incroyable, un Flusterfist que je bannis aussi et que je vais pouvoir jouer avant la fin de ce tour. Alors déjà, son deck, hein. Je remélange mon deck. Et tu veux couper? Non. Et donc je te propose quand même 4 de dégâts. Donc là, j'en ai un petit peu marre de bloquer parce que si je bloque avec toutes les cartes de ma main, à mon tour, je vais pas repiocher avant mon tour. Donc je vais rien pouvoir faire. Donc il y a un moment, il faut accepter de prendre des dégâts. Donc je vais accepter d'échanger des dégâts contre ce qu'on appelle de la tempo, donc pour pouvoir refaire des choses à mon tour. Et je dirais qu'il faut accepter son sort face au ninja. Voilà, je vais accepter mon sort. C'est un gros tour avec toutes ces cartes les plus puissantes. Donc je vais prendre 4 points de dégâts et je vais passer à 33. Mais c'est quand même beaucoup de cartes pour lui faire 4 points de dégâts. Et donc je joue mon Flusterfist. Mon Flusterfist est une carte à 0. Vous voyez que d'après le pouvoir de Katsu, j'ai intérêt à avoir pas mal de cartes à 0 pour activer son pouvoir, qui propose 4 points de dégâts. Et elle n'a pas go again. Elle n'a pas go again, donc là... Donc ce sera la fin de la chaîne. Ce sera la fin de la chaîne. Donc je sais que normalement, il n'y a plus rien qui arrive derrière. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire à mon tour, et je vais me dire... Ok, je peux me permettre de défendre avec une carte en plus qui va bloquer 3. Donc je prendrai, il n'y aura pas de réaction, donc je prendrai 1 point de dégâts dans l'histoire. Pourquoi j'ai encore une carte, hein? Oui, mais tu n'as pas go again. Oui, je peux avoir une réaction d'attaque. Tu pourras avoir une réaction. D'accord. Alors, moi j'ai pas de réaction d'attaque. Voilà, donc j'ai pris 1 point de dégâts. Donc la chaîne, moi je dis, je conclue mon tour. Je remballe mes Kodachi. Je défausse mes cartes. Moi pareil, les cartes que j'ai utilisées pour défendre sont défaussées et mon équipement se fatigue. Donc je mets un compteur -1 dessus, donc il bloquera moins la prochaine fois. Et même si je rebloque avec d'ailleurs, il sera détruit. Et moi, la carte que j'ai utilisée pour pitcher, en fait, elle retourne sous mon deck. Et vous voyez que, c'est ce qu'on disait à la vidéo précédente, globalement je vais beaucoup pitcher avec du bleu, qui sont des cartes qui donnent beaucoup de ressources, mais ont peu d'agressivité. Ce qui fait que si jamais ça cycle, mes attaques seront, je vais être obligé d'attaquer avec ça, ce sera moins puissant et ça simule la fatigue du combat. Mais ça permet aussi, si on joue à un très bon niveau, de connaître précisément ce qui va arriver dans le deuxième cycle et donc de mettre en place, potentiellement de conserver des cartes puissantes et de les mettre avec les bonnes autres cartes pour faire des combos et faire des dégâts dévastateurs quand l'adversaire, lui, aura plus grand chose. Parce que si j'ai plusieurs cartes dans ma zone de pitch, je peux les mettre sous mon deck dans l'ordre que je veux. Et ça, c'est important. Donc là, je suis dans un état où j'ai banni une carte, etc. Il me reste une carte en main. J'ai un emplacement de réserve qu'on appelle l'arsenal. Qu'on appelle l'arsenal. Je vais la mettre dans l'arsenal. Je ne pourrai plus m'en servir pour pitcher des ressources ni comme défense. En revanche, je pourrais l'utiliser pour l'effet. Et je recomplète ma main à 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et je dis... à toi. Voilà, donc là c'est le début de mon tour, je n'ai pas repioché, j'ai toujours plus qu'une seule carte en main parce que j'ai défendu avec 3 cartes au tour précédent. La meilleure défense c'est l'attaque. Sauf quand on joue gardien, la meilleure défense c'est la défense. Voilà, mais la philosophie du ninja c'est ça. Donc là ça va être à mon tour de jouer, donc je vais quand même essayer de revenir un petit peu à ce qu'il m'a fait parce que il faudrait quand même que je fasse en sorte de revenir dans la partie. Il m'a fait 8 dégâts, j'ai perdu la majorité de ma main. Heureusement j'ai une carte qui me restait en arsenal d'un tour précédent, donc je vais potentiellement pouvoir l'utiliser. Au début de mon tour, j'avais créé un jeton au tour suivant, un jeton, une poussée sismique, qui dit qu'elle se détruit au début de mon tour et elle fera que ma prochaine attaque gardien de ce tour-ci me coûte une ressource de moins à jouer. Et donc je vais avoir mon point d'action, et pour mon point d'action je vais jouer la carte qui est restée dans mon arsenal parce que j'ai le droit, et donc je vais jouer un affaiblissement. L'affaiblissement me coûte 4 ressources, ça tombe bien, il me reste une bleue en main pour payer 3, et la réduction de 1 de ma poussée sismique fait que je vais lui proposer une seule attaque. Elle n'a pas go again, par contre elle attaque à 8 points de dégâts. Aïe! C'est autant de dégâts que ce qui m'a fait au tour précédent. En 38 cartes. Et elle a un effet disruptif parce que je suis un gardien et que j'ai un gros marteau et que je fais des grosses attaques, qui dit que si je lui fais au moins 4 points de dégâts ou plus, il va être sonné et sa prochaine attaque sa première attaque au prochain tour aura -2. Écoute, je pourrais décider de bloquer, mais j'aime bien ma main. Ah oui, j'aime bien ma main. Et pour le coup, c'était pas prévu.
Donc je ne vais pas bloquer, je vais prendre 8. Et en fait, ma prochaine attaque, ma première attaque sera un coup de Kodachi. Mais tu auras quand même moins 2. J'aurai moins 2, c'est-à-dire que je vais non, je te rends pas des points de vie quand même. Non, tu me rends pas des points de vie. Voilà. Mais ce que vous voyez, c'est que moi j'ai fait plein d'attaques combo. J'ai un effet de on-hit qui est essentiellement d'aller soit piocher, soit d'aller récupérer des cartes dans mon deck et de pouvoir jouer des cartes. C'est globalement la philosophie du ninja. Lui, il a un effet on-hit qui est disruptif. Soit affaiblir les attaques, soit me faire défausser, soit etc. etc. Mais il fait très mal. C'est ça. Et ça varie selon les classes évidemment et selon les matchs. Donc juste pour finir, pour conclure, c'est la fin de mon tour. Donc mon pitch va revenir sous mon deck. Je vais repiocher 4 cartes. Je n'ai plus de cartes en main, donc je ne peux pas en mettre en arsenal. Je vais repiocher 4 cartes et ce sera à nouveau à Joël de jouer. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'un des deux joueurs tombe à 0 point de vie. Voilà. Merci.